bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Hugo Méga, connecté depuis la Belgique et plus précisément de Bruxelles. Hugo va nous présenter Partenariat consensuel, des privilèges aux dynamiques de genre. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Bonsoir toutes les synergiciennes et les synergiciens. Merci d'être là ce soir. Alors Hugo, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Un peu nerveux, mais très content d'être là. Voilà, j'ai hâte de partager ce que j'aime de ce sujet qui me parle autant, qui est important pour moi et que j'ai vraiment hâte de partager avec tous. Alors merci Hugo. Alors Hugo, pour être honnête avec toi, j'aurais pu te poser des tas de questions pour mieux te découvrir en ce début de webinaire. Alors j'ai appris entre autres que tu avais accompagné Chantal pour la France à un incroyable talent, également British Got Talent et dans d'autres pays. Alors non, je n'ai pas bugué. J'ai bien dit Chantal parce qu'il y a 4 A à Chantal, voilà. Et quelques autres infos m'ont également aussi discrètement été soufflées te concernant, mais j'aimerais m'arrêter sur un détail que je pense peu de gens oseraient relever pour introduire un webinaire. Alors, c'est discret, mais les plus attentifs l'auront certainement remarqué lors de l'exercice pré-webinaire, on t'a vu avec des ongles vernis. Et aujourd'hui encore, voilà, ils le sont, mais dans une autre couleur. Alors, quelle est l'histoire de ces ongles et quand et comment tout cela a commencé? Du coup, d'abord, juste préciser que Chantal, c'est une de mes meilleures amies, c'est une drag queen incroyable française. Du coup, vous pouvez la trouver sur Instagram, Chantal official avec 4 A à la fois. Et je la trouve incroyable, c'est une personne géniale et c'est avec grand plaisir que je la suis dans toutes les Got Talent que je peux et que je suis disponible parce qu'elle est vraiment incroyable. Et par rapport aux ongles, c'est une amie à moi qui, pour mon anniversaire, il y a 3-4 ans, je pense. Elle a toujours des ongles incroyables et des vernis incroyables et je disais tout le temps à chaque fois qu'elle avait des ongles merveilleux et on rigolait qu'elle allait me faire des ongles un jour et du coup pour mon anniversaire elle les a fait et c'était une expérience transformatrice pour moi car en portant des ongles vernis très brillants, comme ça, je me suis sentie très vulnérable dans la rue, mais en même temps, je me suis sentie très empourvrée. Et du coup, c'est devenu comme un outil politique d'affirmation pour moi et de me sentir plus connectée à qui je suis, à comment je veux être dans ce monde et de ne plus me cacher et ne plus avoir peur de briller comme mes ongles. Merci beaucoup en tout cas pour ta transparence. Alors, une autre question justement qui va aussi dans ce sens-là, toujours en regardant ton exercice pré-webinaire, tu as mentionné faire partie de la communauté LGBTQ+, et je te rassure tout de suite, je ne vais pas te demander de me réciter cela avec l'alphabet grec, donc lambda, gamma, bêta. Mais en off, tu m'as glissé qu'il y avait d'autres lettres comme le A et le I. Alors là, je t'avoue que quand tu me dis A et I, mon cerveau pense tout de suite à l'intelligence artificielle. Alors pour mieux comprendre et peut-être éclairer certaines personnes ici présentes comme les synergiennes et les synergiens, est-ce que tu pourrais nous dire l'enchaînement complet des lettres dans le bon ordre et ce que chacune signifie? Ok. Du coup, on a LGBTQIA+, c'est pas AI, c'est IA+. Et du coup, on a le L pour la communauté lesbienne, on a le G pour la communauté gay, la communauté homosexuelle, on a le B pour la communauté bisexuelle, on a le T pour les personnes trans. Du coup, c'est pas une orientation sexuelle, mais c'est une identité de genre minoritaire et que la communauté queer, c'est le Q, elle prend aussi dans son umbrella, dans son parapluie pour soutenir et plaider pour ses droits. Du coup, LGBTQ, comme j'ai dit, c'est queer. Queer, c'est alternative hors du cadre hétéronormé et normal. Et le I, c'est pour intersexe, que je vais expliquer plus tard ce que ça veut dire. Et on a le A pour agenre, donc les personnes qui s'identifient pas avec un genre masculin ou féminin
aux non-binaires. Et aussi, le A, il est aussi pour les personnes asexuelles. Du coup, pour les personnes qui n'ont pas d'attirance sexuelle romantique pour une autre personne, mais qui a toute une gamme de dimensions intéressantes à découvrir dans la asexualité. Ok, Et merci pour tout. Vas-y, oui, c'est le pour plus. dire qu'il y a encore beaucoup plus d'identités et d'orientations qui ne sont pas incluses dans l'acronyme, mais qu'on prend en compte qu'elles existent et qu'on travaille ensemble pour une société plus juste et inclusive pour tous, nous toutes et tous. Un grand merci, Hugo, pour ces clarifications. Alors, tu as toujours été un artiste et un rêveur. D'ailleurs, dès l'âge de 6 ans, tu plonges dans l'univers de la danse classique au conservatoire, puis tu explores les mélodies du conservatoire de musique de Lisbonne jusqu'à tes 13 et 14 ans. Et c'est là, à tes 14 ans, que ta trajectoire prend un tournant décisif. En effet, tu intègres l'école préparatoire des arts de la scène et tu découvres ta véritable passion, celle des arts du cirque et plus particulièrement du tissu aérien. Fasciné par cette discipline, tu fais le choix audacieux de quitter ta ville natale à 17 ans pour t'installer à Bruxelles et poursuivre tes études à l'École supérieure des arts du cirque. C'est dans cet environnement bouillonnant de créativité que tu commences à interroger les thématiques de genre et les constructions sociales à travers le prisme artistique, mais ton exploration ne s'arrête pas là. Après tes études, Hugo, tu entames un processus thérapeutique profond où tu questionnes l'identité du genre, les dynamiques familiales et l'orientation sexuelle. Tu découvres alors une approche de guérison par les rêves et l'exploration du mental subconscient. Ce voyage introspectif te passionne et t'amène à te former à la thérapie, développant ainsi une nouvelle facette de ton parcours. Et c'est à ce moment-là que le coaching entre dans ta vie, presque comme un heureux hasard. Une amie te lance un défi, suivre une formation de coaching avec elle. Hugo, tu acceptes sans te douter un instant que cette expérience bouleversera ton existence. On peut le dire, Hugo, avant même de devenir thérapeute d'un côté et coach de l'autre, tu étais déjà le confident de nombreuses personnes, une oreille attentive, un soutien. Le coaching ne fait alors que mettre en lumière certaines de tes capacités innées, leur donnant une structure et une voix plus affirmée. Depuis plus d'une décennie, Hugo, tu déconstruis activement les conditionnements de ton enfance et de la société, cherchant en permanence à t'aligner avec ta vérité intérieure. Cette quête te pousse à multiplier les formations de coaching, notamment avec la Coach Masters Academy. Parallèlement, ton engagement pour la déconstruction des masculinités et des rapports de genre prend de l'ampleur. Tu commences à animer des groupes de parole pour hommes, un espace de réflexion collective où se libérer des aspects toxiques de la virilité, prendre conscience des impacts du patriarcat et apprendre à devenir des alliés plus engagés pour les femmes et les personnes sexisées. En 2021, tu confondes la SBL Liminal, une association qui promeut une pluralité de masculinité où chacune et chacun est encouragé à s'exprimer consciemment et authentiquement. Puis en 2022, tu te lances dans un master interuniversitaire de spécialisation en études de genre en Belgique. Aujourd'hui, Hugo, tu allies tes approches de transformation et de développement personnel avec une perspective des dynamiques de genre, soutenu et encouragé par ton mentor, le docteur Benko. Tu gravis les étapes et tu obtiens en février 2024 la certification de Master Coach ICF. Alors, Hugo, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Ouf, j'ai l'impression d'être transparent et d'avoir tout montré déjà. Je pourrais dire que j'aime beaucoup les chats et que je suis balance, que j'adore l'astrologie et j'aime beaucoup les fleurs. Voilà. Du coup, j'ai hâte de pouvoir continuer à explorer le printemps avec toutes ces couleurs et toutes ces joies. Alors, tu vas nous présenter partenariat consensuel, des privilèges aux dynamiques de genre. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? D'abord, ce sont des thématiques qui me touchent profondément, qui font partie de mon parcours, comme tu l'as déjà dit, depuis un certain moment que je pose ces questions, que j'essaie de réfléchir avec ces questionnements. Et je pense que de la manière dont le monde évolue, comment on voit les choses se passer dans différents pays, continents, je pense que c'est de plus en plus important de voir comment est-ce qu'on peut s'approcher, en fait, et comment est-ce qu'on peut se respecter davantage, comment est-ce qu'on peut unir nos forces
nos pouvoirs pour monter tout le monde, pour soulever tout le monde, pour sortir de ces dynamiques d'oppression constante. Et j'ai de l'espoir. Du coup, c'est avec de l'espoir que je nous invite à plonger dans cette thématique des partenariats consensuels. Un grand merci Hugo. Alors moi je t'invite à commencer ta présentation et je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Ok, voilà. Mais je suis vraiment très content d'être là pour vous parler de partenariat consensuel. Et normalement, dans le titre, il est écrit des privilèges dynamiques de genre. Mais je dois vous avouer que j'ai changé. On va commencer par les dynamiques de genre et passer ensuite aux privilèges. Et on y va. J'aimerais commencer ce webinaire avec un petit exercice de positionnement. Et cet exercice de positionnement, c'est pour parler de ma position sociale et c'est une forme de transparence que je peux déjà mettre sur la table. Comme ça, on commence déjà à créer un partenariat consensuel entre nous. Et c'est pour aussi exposer mes potentiels biais, mes biais d'expérience et aussi mes biais de savoir. Du coup, comme Yotis a dit, je suis portugais et je pense que c'est important pour moi de partager avec vous que ça m'arrive de parler luso-franglais. Du coup, avec le stress, il se peut que je m'embrouille un peu dans mes mots. Du coup, vous pouvez me juger librement si vous le sentez. Voilà, du coup, je suis européen, mais aussi je suis afrodescendant et en tant que personne afrodescendante, je suis perçue comme une personne très blanche et du coup, je bénéficie énormément de privilèges blancs. Aussi, je suis une personne, comme Yotis l'a dit au début, comme vous avez pu voir dans mon exercice pré-webinaire, je suis une personne appartenante à la communauté LGBTQIA+. Du coup, j'ai évolué dans la communauté homosexuelle, dans la communauté gay, mais aussi, je suis une personne genre fluide. Et je suis dans le spectre de la non-binarité, c'est-à-dire que je ne m'identifie pas à l'identité d'homme, au moins pour la plupart du temps. Une autre chose que j'aimerais partager, que je pense pertinente, c'est que j'appartiens à une classe moyenne et pendant ma trajectoire de vie, j'ai vécu plein de moments de précarité, soit dans mon enfance, soit dans mon parcours d'artiste et que ça m'a appris des choses, ça m'a fait vivre des choses et voir le monde différemment et que maintenant aussi, il y a quelque chose qui change dans ma perspective, c'est que j'ai eu le privilège de suivre et de réussir des études universitaires. Du coup, ça change aussi ma perspective au monde et la manière dont le monde s'ouvre à moi. Par exemple, la manière dont je suis présent ici aujourd'hui avec ces savoirs pour vous partager ça. Et je ne partage pas ça juste pour dévoiler toute ma vie, mais c'est vraiment pour développer avec vous cette relation consensuelle, de vous donner l'opportunité de savoir qui je suis, d'où je viens et comme je disais tout à l'heure, quels sont les biais, les perspectives de savoir qui m'en forment, car il est important de souligner qu'il n'y a aucun savoir qui peut être neutre. Tous les savoirs sont construits et ils sont informés et du coup, ça crée des perspectives et comme je l'ai dit, des biais. Du coup, maintenant, vous avez un peu l'éventail des biais que je peux avoir et les potentielles limites et les lunettes que je porte dans cette présentation. Et je pense que par rapport à cet contact consensuel qu'on est en train de co-créer, ça pourrait être plus consensuel si j'avais accès direct à votre présence, à vos visages, à vos mots, au chat et j'ai essayé de contourner ça avec des sondages. Du coup, je sais qu'il va y avoir quelques sondages de plus que d'habitude. Du coup, je vais avoir l'opportunité de vous écouter, de vous entendre, de vous connaître légèrement. Mais du coup, ça aussi crée une version que on n'est pas tout à fait proche. Du coup, ça peut pas être un partenariat tout à fait consensuel entre nous maintenant. Mais je partage tout ça sur le positionnement pour aussi partager que, en fait, quand je commence une nouvelle contrat de coaching, une nouvelle relation de coaching, j'aime bien pouvoir me positionner comme ça, mes futurs clients peuvent savoir aussi si leurs problématiques, leurs besoins, leurs désirs, leurs objectifs vont s'aligner aussi avec les perspectives que je peux avoir. Et du coup, je leur donne cette double interview où eux aussi ont toute la capacité de me choisir, mais moi aussi l'opportunité de découvrir quel est leur positionnement et de voir si mes biais me permettent aussi de accompagner cette personne ou si je dois me former plus, si je dois m'accompagner ou redirectionner cette personne à un autre collègue, personne qui serait plus concernée ou plus avec plus de savoir pour l'accompagner. Du coup, voilà déjà une micro-introduction à ce que c'est un partenariat consensuel que j'essaie de démarrer avec vous. Alors, d'où ça vient? En fait, il y a environ 7 ans, j'ai remarqué que dès que je voulais être vulnérable avec certaines personnes très proches de moi, comme mon partenaire ou ma mère, à chaque fois que j'exprimais mes difficultés ou mes problèmes, j'ai remarqué que ces deux personnes ne savaient pas m'écouter et que très vite,
changer le discours pour commencer à me donner des solutions ou partager leur avis, leur opinion. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça se terminait pas toujours bien et on terminait souvent par se disputer jusqu'à que je comprenne ce qui se passait et que j'arrive à poser mes limites et à dire qu'en fait, je ne consentais pas à leur avis et à leur opinion et que j'ai réussi à leur dire ce que j'avais besoin. Et ce que j'avais besoin, c'était d'une écoute plus attentive et non de leur solution, juste de leur présence et des fois de leur soutien juste silencieux. Et c'est fait un processus long d'apprentissage commun à développer cette communication plus consensuelle, cette présence plus consensuelle. Et dans leurs tentatives qui ont suivi, j'ai compris que, en fait, à certains moments, ils n'arrivaient pas à me écouter à cause de leur propre inconfort face à mes difficultés. Du coup, le fait de me voir dans une posture vulnérable ou inconfortable leur rendait inconfortable aussi. Et du coup, j'ai remarqué que c'était leur manque de conscience de leur propre sentiment d'inconfort intérieur en réaction à mes difficultés qui déclenchait cet état d'esprit solutionnaire. Et du coup, ça m'a tilté beaucoup aussi à la manière dont, comment est-ce que moi je faisais face à mes clients et comment est-ce que j'avais tendance des fois à être réactif dans mes questions ou dans mes manières de penser aussi à travers de mon propre inconfort. Et c'est comme ça que j'ai commencé à explorer et par la suite à enseigner la communication consensuelle qui après a évolué avec le temps vers le partenariat consensuel. Et du coup, cette fois-ci, c'est la première fois que j'enseigne cette workshop en français. Voilà l'opportunité qu'on a ensemble. Du coup, j'ai passé du temps à explorer le mot consentement et le concept de consentement. Et comme je suis portugais, en portugais on dit consentimento. Et le consentement en portugais est composé de deux mots, le mot avec, con, et sentimento, sentiment. Du coup, ça se traduit du portugais littéralement en avec sentiment. Et du coup, en latin, ça vient du mot consentire, aussi avec, ensemble, et sentire, sentir, percevoir, éprouver. Et du coup, ça m'a permis de commencer à envisager le consentement comme quelque chose de plus loin que juste poser des limites, qui était la façon dont j'ai abordé le consentement. C'était, voilà, je pose mes limites. C'était le consentement par la négation, que je ne consens pas, pour commencer à réfléchir le consentement comme une manière de se rassembler, de devenir ensemble, de faire quelque chose ensemble. Du coup, faire du ressentir ensemble, être accord dans le sentiment et de partager une perception. Et du coup, ma définition du consentement, elle a évolué pour devenir cette idée d'un partenariat ressenti ensemble. Du coup, quelque chose que moi et toi, moi et vous, dans notre coaching, dans notre relation amicale, dans notre interaction professionnelle, on est en train de ressentir en même temps. Et du coup, qu'est-ce que nous sommes en train de sentir individuellement? Et je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça, mais pour moi, ce que j'ai remarqué dans ma recherche, dans ma perspective, dans mes analyses, c'était que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est en train de négocier ou dialoguer avec une forme de tension, qu'elle soit une tension du moment présent ou qu'elle soit une tension du passé qu'on porte avec nous. Et du coup, j'ai compris que s'il n'y avait pas une tension, mes clients n'auraient pas besoin de moi pour résoudre leur situation. Et pendant un moment, j'étais dans cette idée de retrouver quelles sont les différentes formes de tension que les personnes peuvent avoir. Et du coup, la bouteille de champagne, ça fait un peu la tension qui peut être un soulagement, le besoin d'un soulagement, de simplement enlever la pression quelque part et de pouvoir célébrer quelque chose ou de pouvoir exprimer quelque chose. Ça peut être une tension qui est tendue entre deux personnes, une tension relationnelle, et ça peut être une tension contenue que je ne sais pas nommer d'où elle vient, mais qui fait un peu cet effet de cocotte minute, en fait une pression qui est là, présente, et qui bouillonne et qui augmente, mais qui n'a pas encore explosé comme celle de la bouteille de champagne. Du coup, quelques petites versions de tension que j'ai rencontrées dans mes clients, dans mes échanges, dans mon ressenti aussi, et que j'ai remarqué que ces tensions, elles passent par le corps. Elles sont ressenties dans le corps, elles s'expriment aussi par le corps. Et du coup, des fois, c'est plus notre difficulté à mettre ça en mots. Il faut juste trouver une façon d'ouvrir une porte pour donner un mouvement, pour qu'on puisse trouver un autre espace. Du coup,
Devenir conscient des moments de tension, des espaces de tension, des négociations de tension m'a ouvert l'esprit à de nouvelles formes d'empathie, en fait. Et du coup, l'empathie, elle est mentionnée aussi par la ICF Coaching Federation dans leurs compétences. Du coup, dans la compétence 4, développe un espace de confiance et de sécurité. Le point numéro 4 de cette compétence-là, c'est mentionné que le coach doit faire preuve de soutien, d'empathie et d'attention envers leurs clients. Et du coup, dans les compétences 5 de rester en présence, et dans la première de celle-ci, c'est mentionné que le coach reste en présence en démontrant qu'il est concentré, attentif, empathique et qui agit en réponse aux clients. Et du coup, il y a plein de définitions d'empathie qu'on pourrait aller chercher, mais moi, je suis un grand fan de Brené Brown. Si vous la connaissez pas, c'est une sociologue américaine qui a beaucoup étudié le phénomène de honte et de vulnérabilité et ainsi d'empathie et de courage. Et du coup, elle a beaucoup de livres impressionnants, mais je recommande celui intitulé Le pouvoir de la vulnérabilité. Et du coup, elle partage deux notions clés de l'empathie. C'est la capacité à se connecter aux autres pour que les autres sachent qu'elles ne sont pas tout seuls dans leur lutte. Et c'est aussi une façon de se connecter à l'émotion qu'une personne ressent sans nécessairement avoir vécu la même situation. Du coup, 3 points clés, ne pas être seul, se connecter à une émotion et on n'a pas besoin de l'avoir éprouvée pour pouvoir se connecter à cette émotion et cette expérience de l'autre personne. J'aimerais combiner cette perspective d'empathie avec celle d'une autre personne qui est Quentin Delval. Quentin Delval, c'est un philosophe belge qui a écrit un incroyable livre que je recommande à tout le monde et c'est un génial cadeau de Noël qui est le livre sur la déconstruction de la masculinité et de la présence des alliés, des hommes comme des alliés pour les femmes, qui est le livre intitulé Comment devenir moins con en 10 étapes. Et c'est vraiment un livre génial. Et du coup, dans ce livre, Quentin, il définit l'empathie comme un effort pour identifier les défis d'une autre personne, anticiper leur impact, l'impact de ces défis dans notre relation, pour nous préparer individuellement à accueillir de manière bénéfique ces difficultés, ces impacts pour cette personne. Du coup, elle invite une dimension ici qui est celle de anticipation. Identifier les défis et anticiper pour pouvoir accueillir. Du coup, c'est pas juste si se connecter à une autre personne, même sans avoir pas senti ou expérimenté ou vécu leur situation, c'est aussi faire un certain travail de compréhension qui va au-delà juste d'être présent dans le moment présent. Du coup, pour moi, l'empathie devient une stratégie, en fait. Une stratégie pour créer des espaces bienveillants. Et c'est un muscle qu'on peut développer de plus en plus pour améliorer nos pratiques et nos réflexes, pour avoir encore plus des réflexes adaptés et développer notre capacité à identifier ce qui se passe pour une personne et à accueillir ce qui se passe pour cette personne dans nos relations. Et si on ramène ça au niveau du coaching, accueillir leurs défis dans notre partenariat du coaching. Du coup, voilà ici, un partenariat consensuel nous invite à aller au-delà d'une lecture strictement situationnelle pour reconnaître que certains défis rencontrés par nos clients et clientes prennent des racines dans des systèmes plus larges. Donc, il nous appelle à élargir notre regard en intégrant des dimensions structurelles et contextuelles dans lesquelles s'inscrivent les expériences de tension de nos clients. Du coup, est-ce que vous êtes familière avec la nouvelle version du code déontologique de l'ICF? On va voir avec une petite sondage si oui, si non. Et il y a plusieurs choses qui sont parlées dans le code déontologique de l'ICF, mais j'aimerais me concentrer sur la dimension de l'équité. Et du coup, j'ai 2 questions pour vous, si vous êtes au courant ou pas. Et selon l'ICF, est-ce que l'approche de l'équité selon l'ICF implique principalement A, traiter tout le monde exactement de la même façon sans exception, B, créer des processus équitables en comprenant les besoins des autres et les systèmes de biais, ou C, respecter uniquement les règles établies par l'organisation du coaching. Et dans une 3e question, dans une relation coach-client ou mentor-coach, maintenir l'équité signifie A, laisser le ou la cliente décider seul le déroulement de la séance, B, assumer une posture de partenariat et reconnaître les dynamiques de pouvoir potentielles, ou C,
exercer son autorité et diriger la conversation de manière efficace. Du coup, Yotis, tu peux lancer le sondage. Et voilà, c'est parti, vous l'avez compris, pour 3 questions qui vont s'enchaîner. Voici donc la première. Êtes-vous familier avec le code déontologique de l'ICF? Vous avez 2 possibilités, oui, non. Voilà, nous sommes à près de 80%. Voici donc les résultats. Donc pour cette première question, c'est oui à 80% et 20% non. Et on lance directement la seconde question que voici. Donc, l'approche de l'équité selon l'ICF implique principalement, première possibilité, traiter tout le monde exactement de la même façon sans exception. Deuxième possibilité, créer des processus équitables en comprenant les besoins des autres et les systèmes de biais. Et vous avez respecté uniquement les règles établies par l'organisation de coaching. Et vous êtes très rapide ce soir. On peut d'ailleurs passer aux résultats avec près de 80% de personnes qui ont répondu au sondage. Voici donc les résultats. À 80%, c'est créer des processus équitables en comprenant les besoins des autres et les systèmes de biais. 18% traiter tout le monde exactement de la même façon sans exception. Et 1% respecter uniquement les règles établies par l'organisation de coaching. Et vous l'avez compris, on passe à la troisième question. Voici donc la troisième question. Dans une relation coach-client ou mentor-coach, maintenir l'équité signifie laisser le ou la cliente décider seul du déroulement des séances, assumer une posture de partenariat et reconnaître les dynamiques de pouvoir potentielles, exercer son autorité pour diriger la conversation de manière efficace. Et là aussi, vous êtes très rapide. Voici les résultats avec 96%, donc 96%. Vous l'avez vu, c'est la deuxième possibilité, assumer une posture de partenariat et reconnaître les dynamiques de pouvoir potentielles. 4% laisser le ou la cliente décider seul du déroulement des séances et 0% exercer son autorité pour diriger la conversation de manière efficace. Voilà Hugo, c'est à toi pour la suite. Merci beaucoup Yotis et merci à vous tous d'avoir participé. Du coup, pour celles et ceux qui ont dit B, créer des processus équitables en comprenant les besoins des autres et les systèmes de biais, c'est la réponse correcte. Et bien sûr, ici, on va voir de plus en plus à chaque étape de ce webinaire comment est-ce qu'on peut comprendre les systèmes de biais, quels sont nos biais, qui sont implicites sur nous, mais aussi qui peuvent être transmis et portés par nos clients. Et aussi, dans la troisième question, c'est aussi la réponse B, assumer une posture de partenaire et reconnaître les dynamiques de pouvoir potentiel. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que dans le coaching, on parle souvent de ces partenariats équitables face à face au même niveau. Mais je trouve que déjà, l'aspect financier du service du coaching fait que le coaching, c'est un service asymétrique car il y a un échange. Du coup, le coach, il est toujours dans une position de pouvoir sur le client. Et le client a le pouvoir, et c'est à nous d'offrir le pouvoir au client d'avoir de plus en plus de place dans la discussion. Du coup, il y a plusieurs dynamiques de pouvoir qui peuvent être présentes dans le coaching et on va voir encore plus loin dans le webinaire quelles sont ces potentielles dynamiques. Mais je voudrais déjà souligner celle qui est l'économique, une dynamique de pouvoir économique entre coach et client. Et du coup, que ça fait aussi entre coach et futurs clients ou des personnes qui n'ont pas la capacité d'avoir du coaching. Du coup, si on revient aux principes éthiques et les valeurs fondamentales de l'ICF, il y en a plusieurs. Il y a le professionnalisme, la collaboration, l'humanité et l'équité. Et comme je vous ai partagé, j'ai choisi pour ce webinaire de me plonger que sur la dimension de l'équité, qu'ils définissent comme un engagement à utiliser l'esprit du coaching pour explorer et comprendre les besoins des autres afin de systématiquement mettre en place des processus équitables qui créent de l'égalité pour tous. Et je vais répéter, qui créent l'égalité pour tous. Et du coup, on peut démontrer de l'équité dans nos partenariats de coaching en prenant conscience des modèles systémiques de préjugés conscients et inconscients chez moi et chez les autres. Je peux faire ça aussi en cherchant à comprendre et à faire
prendre conscience de la diversité sociale, de l'égalité systémique et de l'oppression systémique et la manière dont elle se manifeste dans la profession de coach et dans les rapports de coaching. Et aussi, on peut faire preuve d'équité en maintenant l'égalité et le partenariat dans toutes nos relations, qu'elles soient coach-client, formateur-étudiant, mentor et coach, et superviseur et coach. Du coup, ici, le coaching peut vraiment être un potentiel vecteur de transformation de différentes formes d'oppression systémique. Du coup, le coaching nous donne cette opportunité de anticiper quelles sont les difficultés que les personnes sont en train de vivre pour pouvoir les accueillir et soutenir les personnes à choisir qu'est-ce qu'elles veulent faire de ces tensions qu'elles sont en train de nommer. Mais une dimension très importante pour moi aujourd'hui de souligner, c'est celle de l'oppression systémique qui traverse beaucoup de groupes sociaux. Et d'une certaine façon, ça traverse aussi notre métier du coaching. Du coup, dans le métier du coaching, dans le monde entier, il y a 72% de femmes coachs. Du coup, dans une perspective de sociologie du travail, on pourrait dire que le coaching, c'est un métier féminin car majoritairement pratiqué par des femmes. Et ça, ce sont des chiffres que j'ai pris de l'étude mondiale de ICF, de l'International Coaching Federation, de 2022. Et je sais qu'ils sont en train de préparer à nouveau maintenant à partir de 2024 et 2025. Et là, dans cette étude aussi, que vous pouvez trouver le Executive Summary en ligne, la partie résumée qui a déjà ces informations-là, vous pouvez voir qu'il y a aussi une majorité de femmes clientes qui font appel à des coachs pour du coaching. Du coup, 58% de la clientèle de coach, ce sont des femmes. Mais malgré cette présence très forte des femmes dans le métier du coaching, le métier du coaching démontre encore un écart salarial très important entre les femmes coach et les hommes coach. Du coup, en moyenne, le revenu annuel d'une femme coach est de 49 300 $ et en euros, pour celles et ceux à qui ça dirait quelque chose d'autre, c'est 45 000 € par an, contre 61 000 $ de revenus annuels pour les hommes coachs, c'est-à-dire 56 000 € par an pour les coachs. Du coup, cela veut dire deux choses. La première chose, c'est que pour toutes les femmes qui sont en train de regarder ce webinaire, c'est l'opportunité d'augmenter vos prix. Et la deuxième chose que ça nous dit, c'est que même dans le coaching, nous sommes traversés par des inégalités systémiques. Du coup, une inégalité salariale des hommes-femmes qui est encore plus important en faveur des hommes que pour des femmes, en sachant que les hommes sont minoritaires au moins que les femmes dans le coaching. Du coup, ça nous met ici ce postulat que au niveau de écart salarial, dans tous les métiers, il y a encore un écart très pertinent et le coaching n'est pas exception. Du coup, ça nous fait appel à une oppression systémique financière ici des hommes sur les femmes. Et du coup, c'est l'opportunité de démarrer notre partie sur les dynamiques de genre. Du coup, un petit deuxième sondage ici. Selon vous, le genre est avant tout quoi? Est-ce que c'est une construction sociale qui influence nos rôles et nos comportements? Est-ce que c'est un reflet de nos différences biologiques? Ou est-ce que vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas encore beaucoup réfléchi à ça? Et la deuxième question, est-ce que tu as déjà exploré les normes de genre dans ta pratique de coaching? Donc oui, c'est un élément que tu prends en compte activement dans tes partenariats de coaching. La B, j'y pense parfois sans pouvoir l'aborder explicitement. Oh, pas encore, c'est un sujet que vous êtes en train de découvrir avec nous aujourd'hui. Et du coup, Yotis, tu peux lancer le sondage. Et c'est parti. Voilà, première question de ce second sondage. C'est la quatrième question. Et donc, la question, selon toi, le genre est avant tout une construction sociale qui influence nos rôles et comportements, un reflet de nos différences biologiques. Et je ne suis pas sûr, je n'y ai jamais trop réfléchi. Et Hugo, je peux te partager qu'il y a énormément de femmes ici dans le chat qui aimeraient bien remonter un peu leur revenu suite à ce que tu dis. Il y a pas mal de personnes qui sont surprises. Yeah. D'ailleurs, on te pose la question. Voilà, est-ce que ces montants sont en dollars américains? Oui, je pense que c'est une perspective dollar américaine. C'est pour ça que j'ai transposé en euros. Mais c'est moi qui ai fait la conversion en euros. Voilà.
Bon, comme ça, tout le monde est au courant. Et donc, voici les résultats de ce sondage. Donc, la 4e question. Voici les résultats avec près de 80%. Donc, vous avez 57% une construction sociale qui influence nos rôles et comportements, 27% un reflet de nos différences biologiques et 16% je ne suis pas sûr et je n'y ai pas trop réfléchi. Et on lance directement la question numéro 5. Donc, as-tu déjà exploré l'impact des normes de genre dans la pratique de coaching? Oui, c'est un élément que je prends en compte activement. J'y pense parfois, mais sans l'aborder explicitement. Et pas encore, c'est un sujet que je découvre aujourd'hui. Et voilà, avec près de 80%, voici les résultats. Avec 36%, oui, c'est un élément que je prends en compte activement. 34%, pas encore, c'est un sujet que je découvre aujourd'hui. Et 31%, j'y pense parfois, mais sans l'aborder explicitement. Donc, on peut dire que c'est presque un tiers par réponse. Voilà. Cool, merci beaucoup. Comme ça me donne un peu une idée de où est-ce qu'on est et comment on peut avancer ensemble. Du coup, je suis vraiment content que vous soyez là pour découvrir, pour celles et ceux qui sont en train de découvrir ça ensemble. Et ça me touche que vous soyez dans le chat en train de dire qu'il faut augmenter vos prix et que ça vous surprenne. Ça m'a beaucoup surpris aussi. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que c'est important de le dire parce que si on veut parler de dynamique de genre à une échelle plus large, il faut qu'on commence quelque part et commençons direct dans notre métier, là où ça nous concerne le plus aussi, pour qu'on puisse de là déjà élargir ces changements vers le monde. Donc, on continue avec le genre. Avant de parler de genre, ce serait important de différencier plusieurs concepts qui, des fois, sont un peu entremêlés et les gens ont des difficultés à les séparer et du coup, le genre devient cette chose trouble. Et avant de pouvoir définir ce que c'est le genre, définissons ce que c'est le sexe, l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle. Du coup, quand on parle de sexe, on parle des caractéristiques biologiques. Du coup, ça fait appel à nos chromosomes XX, XY, et on sait maintenant qu'il y a beaucoup plus de variantes XXX, XXXY, par exemple. Du coup, il y en a beaucoup plus d'autres chromosomes qui ont été découverts. On parle aussi d'hormones, de taux hormonaux, d'oestrogènes, testostérone, etc. Et on va parler des organes génitaux externes, on va parler des organes reproducteurs internes, on va parler du timbre de voix, on va parler de pilosité, par exemple. Du coup, toutes ces caractéristiques biologiques vont faire le concept de sexe. Du coup, quand vous entendez parler de sexe, là, on fait appel à biologique au corps. Du coup, c'est aussi par là que découle une dimension de genre qui est pas tout à fait correcte, qui est le fait que à la naissance, les docteurs, les médecins vont regarder un bébé et vont dire ah voilà, ici il y a un pénis, c'est un garçon, ici il y a une vulve, c'est une fille. Et du coup, on va voir que l'identité de genre, en fait, elle dit quelque chose d'autre. En fait, l'identité de genre, c'est la façon dont une personne se perçoit intérieurement et psychologiquement en tant qu'homme, femme ou aucun, une personne non binaire ou une personne trans, ok, en dépendant du sexe qui a été assigné à la naissance. Du coup, si une personne a un pénis et est assignée garçon à la naissance, cette personne, elle peut, en grandissant, si elle s'identifie toujours comme homme et garçon, on va dire que cette personne, elle est cisgenre, car elle s'identifie toujours au sexe qu'elle a été assignée à la naissance. Par contre, si cette personne, aujourd'hui, elle a été assignée homme à la naissance, mais aujourd'hui, elle s'identifie comme une femme, du coup, on va dire que c'est une personne transgenre. Et pardon, je reviens en arrière dans la dimension sexe. J'ai oublié de mentionner quelque chose de très important. Du coup, c'est là aussi qu'on peut identifier si une personne est intersexe. Et c'était le I de l'acronyme LGBTQIA+. Du coup, une personne intersexe, c'est une personne qui a des caractéristiques qui sont à la fois masculines ou féminines, mâles ou femelles. Et du coup, ça peut être là où, à l'époque, on appelait une personne hermaphrodite et que c'est un terme qui n'est plus d'utilisation. Aujourd'hui, on utilise le terme intersexe pour parler des personnes qui ont des caractéristiques qui ne sont pas tout à fait rentrées dans la case mâle ou femelle, mais qui peuvent croiser dimensions différentes, que ce soit au niveau des chromosomes, que ce soit au niveau des taux hormonaux, de la pilosité ou des organes internes ou externes. Du coup, sexe, identité de genre, la manière dont moi je me perçois pour moi, psychologiquement. Et après, on va avoir l'expression de genre.
Du coup, si je m'identifie, par exemple, en tant que personne trans, si dans mon contexte et dans mon espace professionnel ou dans ma famille, je ne me sens pas en sécurité de me montrer, de m'assumer, de faire mon coming out ou mon coming in en tant que personne trans, je peux garder une expression de genre qui est masculine. Du coup, l'expression de genre vient montrer la façon dont une personne se montre, s'exprime, apparaît à travers ses vêtements, son apparence, ses gestes, ses comportements. Et j'ai fait en sorte de commencer par le degré de confort, car cela, c'est un facteur déterminant de comment une personne va s'exprimer. Du coup, au début, quand je parlais de mon moment d'empouvoirment avec mes ongles, c'était un moment où mon identité de genre, elle a changé parce que j'ai trouvé une nouvelle zone de confort où je me sens plus à l'aise de porter du vernis à ongles dans toute la ville de Bruxelles et je me sens plus outillé, même si des fois j'ai peur des réactions des gens parce que des fois on me regarde de travers ou on s'éloigne de moi ou qu'on peut me froncer les sourcils. Du coup, maintenant, j'ai une autre degré de confort vis-à-vis de mon expression de genre. Et finalement, on a une quatrième dimension qui a rien à voir avec le genre ni la biologie, mais qui est souvent confuse et entremêlée là-dedans, qui est celle de l'orientation sexuelle. Que n'importe si une personne est cisgenre ou transgenre, elle peut avoir une orientation sexuelle comme hétérosexuelle, lesbienne, bisexuelle, homosexuelle, pansexuelle. Du coup, l'orientation sexuelle, elle vient définir l'attirance romantique ou sexuelle d'une personne vis-à-vis d'une autre. Et donc, par exemple, si une personne cisgenre, une femme cisgenre qui a été assignée femme à la naissance et qu'aujourd'hui s'identifie toujours comme femme, si elle se sent attirée des hommes, elle est hétérosexuelle. Si elle se sent attirée par des femmes, elle est lesbienne. Si une personne transgenre, une femme transgenre qui a été assignée homme à la naissance et qu'aujourd'hui s'identifie en tant que femme transgenre, elle peut être hétérosexuelle si elle se sent attirée vis-à-vis des hommes. Elle peut être lesbienne si elle se sent attirée vis-à-vis des femmes et elle peut être bisexuelle. Du coup, l'orientation sexuelle, elle n'a rien à voir avec l'identité de genre ni le sexe. Ok? Du coup, je pense que c'était important de passer juste un petit moment à clarifier ces petites données pour qu'on puisse questionner et discuter ensemble de qu'est-ce que c'est le genre. Une petite question, Hugo. Quelle est la différence entre coming out et coming in? Ok, très bonne question. Du coup, le coming in, c'est le moment où moi, je décide pour moi-même que je suis une personne transgenre ou non-binaire ou que je fais pour moi-même un coming in. C'est aussi la façon dont je peux m'accepter moi-même, mais aussi me inclure à une communauté à laquelle j'appartiens. Le coming out, c'est plus populaire, c'est la différence de faire un moment où on parle et on assume à une personne qu'on est de cette orientation sexuelle ou de cette identité de genre. Et du coup, il y a un peu le mythe de le coming out, mais en fait, la réalité, c'est que au long d'une vie, une personne de la communauté LGBTQIA+, elle doit faire plein de fois un coming out. C'est pour ça que si on change de perspective et on prend des dimensions plus ouvertes les unes vers les autres, peut-être que les personnes de la communauté LGBTQIA+, devront faire moins de coming out. Parce que des fois, une personne doit faire un coming out au travail, dans la famille, dans un nouveau groupe, si elle a un nouveau hobby, par exemple le club de sport, ou voilà. Donc, différents moments où une personne peut faire des coming out. Mais moi, je suis plutôt de l'opinion que le coming out devrait être un acte politique que la personne choisit de faire et que la société n'impose pas à une personne. Est-ce que ça clarifie les questions? Est-ce que tu peux me dire, Yotis, si dans le chat c'est plus clair? Oui, et s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, donc profitez-en. Je te laisse continuer, Hugo. Du coup, je disais que qu'est-ce que c'est le genre? Le genre, on va le voir à partir de 3 dimensions. Le genre est à la fois un outil pour questionner le monde. Du coup, c'est un moyen, une boîte à outils pour poser des questions. Du coup, on va regarder les rapports, les inégalités et on va questionner ce qui est normal, ce qui n'est pas normal et qu'est-ce qui a été normé. Par exemple, une autre question, ça pourrait être pourquoi est-ce que certains comportements sont attendus d'un homme et pas d'une femme et vice-versa. Du coup, ça nous permet de questionner les doubles standards et les inégalités à différentes étapes. C'est aussi un concept. Du coup, ça nous permet de développer des théories, car si on analyse les inégalités, du coup, on peut trouver des façons de les exprimer. Et un exemple que je pense que beaucoup de vous seront familiers avec, c'est par exemple le concept de plafond de verre.
Peut-être c'est le petit moment, est-ce que dans le chat box, vous pouvez dire si vous êtes au courant, oui, ou sinon si vous connaissez pas le concept de plafond de verre. Alors moi de mon côté, je peux te dire que oui. On va voir si les gens dans le chat connaissent le concept ou ont besoin d'une explication. Alors Anne-Catherine nous dit oui, concept connu. Non, nous dit Céline. Il y a des oui, il y a des non. Il y a besoin d'explications, nous dit Stéphanie. Donc Okay. ce serait bien d'avoir une petite explication. Du coup, le plafond de verre, c'est un concept entre plusieurs qui montre des inégalités au travail. Du coup, c'est un concept qui nous permet de voir que dans un parcours professionnel, les femmes vont atteindre un plafond de verre dans leur carrière, c'est-à-dire que malgré leurs compétences plus élevées, elles vont être de moins en moins vues et moins retrouvables dans les postures plus hautes dans l'entreprise, dans les postes à plus grande responsabilité. Du coup, du middle management vers le haut, on aura de moins en moins de femmes malgré leur degré de compétences et d'études. Du coup, ça, c'est un concept qui a été nommé comme plafond de verre et il y a plein de métaphores liées au travail. Donc, le tuyau percé, le sol collant, les murs en caoutchouc. Je vous invite à aller explorer ça. Le domaine des sciences sociales sont très riches pour avoir déjà nommé plein de différentes choses en lien avec le milieu professionnel. Donc, une façon de voir comment les études de genre ont permis de créer un nouveau concept, celui de plafond de verre, par exemple, pour nommer un système d'inégalité qu'on retrouve dans le travail, dans le monde professionnel. Et du coup, le dernier axe qu'on peut utiliser le genre, c'est une méthode et une méthode d'analyse en 4 piliers. Du coup, c'est celui que le genre, c'est une construction sociale. Donc, le genre, c'est pas quelque chose de naturel, donc pas lié au biologique, mais c'est quelque chose que se construit socialement, on le fait ensemble. Le genre, il est traversé par des rapports de pouvoir entre les genres et dans un système patriarcal, on trouve une hiérarchie où les hommes bénéficient plus de privilèges que les femmes. On a aussi une interaction car le genre influence nos relations et nos comportements quotidiens. Par exemple, on vient de le voir que les hommes se sentent dans une capacité de demander plus d'argent que des femmes coachs dans le métier du coaching. Pourquoi? Le genre, il pourrait nous permettre de voir pourquoi si on fait une étude plus approfondie sur ça. Mais aussi, un quatrième pilier, c'est l'intersection. Et on va voir ça plus tard dans la partie des privilèges, que le genre se combine à d'autres facteurs comme la race, la classe sociale et l'âge. Du coup, le genre, c'est un système de bicatégorisation, deux catégories entre les sexes, qui est hiérarchisé homme-femme. Et aussi, cette hiérarchie, elle se voit entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées, du coup, ce qui est associé au masculin et au féminin. Et ça, c'est une phrase qui est tirée du manuel d'introduction aux études de genre, Gender Studies, que je conseille à tout le monde qui veut aller un peu plus en profondeur, car c'est un manuel qui est un peu plus complexe, un peu plus dense en termes de contenu. Mais du coup, si vous faites des recherches, si vous avez un poste de ressources humaines ou de diversité, équité, inclusion et appartenance, c'est un manuel qui va vous donner plein de clés et qui va aborder aussi plusieurs dimensions des études de genre. C'est très utile, je recommande à 100%. Du coup, cette grille d'analyse de genre nous permet de voir un peu et de mettre en perspective les asymétries de genre en termes de plusieurs choses, en termes de ressources, en termes de temps, en termes de tâches, en termes de rôles, en termes d'outils, en termes des espaces, en termes de nourriture. Donc, le genre, en termes de grille d'analyse, il peut être découlé pour voir dans plusieurs différents aspects de nos vies comment est-ce qu'il y a des asymétries de genre entre les hommes et les femmes. Du coup, ça permet de poser des lunettes, des nouvelles façons de voir le monde à travers les inégalités et de démanteler, déconstruire les rapports de genre et aussi les stéréotypes de genre que sont les différents systèmes de croyances à propos d'un groupe et des femmes ou des différentes appartenances. Et du coup, ça nous permet de déconstruire cette imbrication très proche du naturel, du biologique. Car, comme on l'a dit, le genre est une construction sociale. Du coup, il n'y a pas de choses qui sont naturellement acquises. Elles sont construites et apprises ensemble. Du coup, cette dimension de nature nous évoque à une dimension essentialiste du genre.
Et les deux psychologues, Gail Heyman et Jessica Giles, dans une étude sur le genre et la perspective essentialiste du genre, elles nous disent que penser le genre de manière essentialiste, c'est-à-dire que l'idée que les gens sont naturellement faits pour certaines choses, par exemple, les femmes sont plus douées pour être douces et maternantes et les hommes sont plus doués pour être courageux et forts, et je prends vraiment les plus gros clichés. Du coup, penser le genre de manière essentialiste, c'est-à-dire que les gens sont naturellement faits pour certaines choses, pose au moins deux problèmes importants à délimiter. C'est que ça limite le potentiellement des êtres humains et ça réduit les choix que les personnes s'autorisent à envisager pour elles-mêmes. Du coup, si une personne croit que les femmes sont naturellement douces ou que les hommes sont faits pour diriger, ces tendances vont faire que cette personne aura du mal à s'imaginer ou à se projeter hors de ces cadres-là. Si c'est une femme qui pense que les hommes sont faits pour diriger et les femmes non, elle va avoir du mal à prendre une posture de direction. Et si les hommes pensent que les hommes ne sont pas du tout faits pour être naturants ou doux et qu'ils pensent que c'est juste des choses pour les femmes, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à être des parents proches, par exemple, d'avoir des moments de connexion plus vulnérables, plus doux, plus naturels. Du coup, ça limite nos capacités que nous pouvons faire ensemble. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre cette dimension dans le coaching? En fait, je prends les mots de Morgan Lucas, un homme trans qui fait un travail incroyable sur la vulgarisation et la bataille pour les droits des personnes LGBTQIA+. Il dit que le genre est la première case dans laquelle nous rangeons celle ou celui que nous croisons et c'est la première cage dans laquelle on nous enferme. Et du coup, pour les personnes qui souhaitent apprendre un peu plus sur le genre de manière plus accessible avec des termes plus facilement, je recommande le livre de Morgan Lucas qui est « Ceci n'est pas un livre sur le genre » et il est vraiment un chouette livre pour aussi avoir dans sa bibliothèque pour débattre et discuter et parler avec ses enfants, avec ses collègues. Et du coup, tout est déconstruit de manière plus accessible. Du coup, cette citation de Morgan, elle m'évoque à une chose qui est très importante, qui est l'aspect et la dimension que le genre devient les lunettes qu'on porte tout le temps. Du coup, ça construit de manière inconsciente un pilote automatique qui genre les personnes. On voit une personne avec une physionomie féminine, avec les cheveux longs, on va dire c'est une femme. On voit une personne avec une physionomie masculine, avec les cheveux courts, on va dire c'est un homme. Mais comme on a déconstruit le sexe, l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle, on ne sait pas en regardant une personne si cette personne s'identifie en tant que femme ou en tant qu'homme. Du coup, notre pilote automatique, il est là tout le temps et on a besoin de désapprendre cet autopilote pour déconstruire ces rapports asymétriques hiérarchisés. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire plus concrètement en termes de coaching? On pourrait distinguer clairement entre les concepts qu'on a évoqués au début, la différence entre sexe, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, pour ne pas projeter quoi que ce soit sur nos clients, pour les laisser se dévoiler à nous comment elles se sentent confortables, ils et elles se sentent confortables. Du coup, ça nous invite à utiliser un langage plus inclusif et plus neutre pour que les personnes puissent aussi prendre de l'espace pour s'exprimer. Du coup, ça permet d'instaurer avec nos clients un peu plus de sécurité psychologique aussi et que de se sentir plus respecté dans son identité. Questionner nos biais et nos autopilotes de genre. Du coup, nous tous et toutes portons ces lunettes d'autopilote genre. En tant que coach, on a besoin de se questionner comment est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce que nous, on range dans les cases du masculin, qu'est-ce qu'on range dans les cases du féminin, qu'est-ce que nous pensons qu'un homme doit faire, doit être, qu'est-ce que nous pensons qu'une femme doit être ou faire. Et si on doit et on peut déconstruire tout ça, à la base, on peut voir qu'en fait, il y a plein de qualités humaines qui appartiennent tant aux hommes qu'aux femmes, mais que nos systèmes de genre, les éducations qu'on a eues, font qu'on a tendance à genrer certaines qualités plus masculines, plus féminines. Et du coup, ça limite la capacité d'expression et d'action des gens. Du coup, se questionner déjà tout seul, comment est-ce que moi je vois les femmes, qu'est-ce que je pense que c'est le féminin, le masculin et les hommes, nous permet de commencer à percevoir quels sont nos biais, quelles sont nos difficultés, nos points aveugles par rapport au genre. Mais aussi, c'est un exercice qu'on pourrait faire avec nos clients à un moment donné si on sent ça pertinent. Du coup, c'est pour reconnaître que le genre, c'est une construction sociale, que ça vient de quelque part dans notre éducation,
qu'elle soit à l'école, dans notre famille ou dans notre société, par les médias, quoi que ce soit. On est en train de la construire et on peut la déconstruire pour devenir de plus en plus inclusif et de plus en plus ouvert et accueillant pour les autres personnes. 3. On peut utiliser le genre comme une grille d'analyse pour enrichir l'accompagnement. Du coup, on avait ces 4 piliers de la construction, la hiérarchie, l'interaction et l'intersection, la grille d'analyse de genre. La construction, elle nous permet de voir est-ce que ce rôle, ce comportement, il est choisi ou il est imposé par quelqu'un sur mon client, ma cliente. Du coup, quelle est la relation de mon client à cette construction de leur genre ou du genre autour d'eux? Hiérarchie. Est-ce qu'il y a-t-il un rapport de pouvoir ou de domination en jeu dans cette situation que je suis en train de témoigner? Est-ce que mon cliente, ma cliente me parle d'un rapport de pouvoir qu'elle, lui, pose sur quelqu'un ou est-ce qu'elle subit une domination, une oppression de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un rapport de genre qu'on pourrait voir là-dedans? Et donc, ce sont des questions qu'on peut avoir derrière notre façon de penser et que va permettre de nous connecter à notre sentiment de tension et avec la tension qui est présentée par nos clients. Et voir aussi comment est-ce que ces aspects, ils sont en train d'influencer les relations de nos clients à leur environnement. Pardon, je me distrais un peu parce que mon chat est là, il fait des petits sauts un peu partout. Et donc ici, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est pas d'aller déconstruire les biais de genre ou des biais essentialistes de nos clients, mais c'est vraiment juste comprendre comment est-ce que nos clients sont en train de voir le genre, quelles sont les lunettes que mon client, ma cliente porte et comment est-ce que ça réduit ou non, comment est-ce que ça limite ou non leur potentiel humain, leur agentivité, leur capacité d'agir. Donc, c'est ça qu'on veut devenir de plus en plus conscient. Et finalement, favoriser les relations d'accompagnement équitables, c'est-à-dire prendre une conscience de quels sont les systèmes d'oppression qui influencent la manière dont nos clients évoluent dans le monde pour créer des partenariats plus conscients et consensuels où on peut remettre en question ensemble les hiérarchies implicites qui peuvent être en place pour donner plus d'espace à la complexité de chaque identité. Et du coup, à ne pas présumer l'expérience de quelqu'un par la manière dont on les voit, on se laisse informer. Les gens nous informent de leur point de vue. Du coup, on devient plus ouvert à aussi comprendre comment est-ce que mon point de vue, mon point social, mon positionnement social m'aveugle à ces expériences de mon et ma cliente. Du coup, on ne veut pas juste regarder la cliente, le client comme une personne isolée dans son monde. Non, on veut commencer à penser la personne à l'intérieur de ce système de genre qui influence beaucoup les rapports de pouvoir entre les uns et les autres. Et on va passer aux privilèges, car les privilèges nous donnent maintenant l'opportunité de amplifier encore la dimension du genre. Si le genre nous permet de voir les aspects genrés, les rapports de pouvoir genrés, les aspects de privilèges vont pouvoir montrer que la personne, elle est beaucoup plus que juste son genre, elle est traversée d'autres systèmes de privilèges et d'oppression. Du coup, on va voir le sondage, parce que je dévoile déjà un peu trop. J'aimerais savoir, par votre expérience, votre connaissance, laquelle de ces informations vous parle le plus? Quand vous entendez parler de privilège, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez que c'est un avantage et que vous n'avez pas toujours conscience de cet avantage? Ou est-ce que c'est quelque chose qui crée des barrières pour d'autres personnes, même si ce n'est pas intentionnel? Ou est-ce que c'est un mot que vous trouvez encore flou et inconfortable dans votre contexte professionnel ou personnel? Du coup, Yotis, tu peux lancer le sondage. Et voilà, c'est parti pour la 6e question de cette soirée. La voici sur vos écrans. Laquelle de ces affirmations te parle plus quand tu entends le mot privilège? Un avantage que j'ai, mais dont je n'ai pas toujours conscience. Quelque chose qui crée des barrières pour d'autres, même si ce n'est pas intentionnel. Ou alors un mot que je trouve encore flou ou inconfortable dans mon contexte professionnel. Alors, je vous laisse quelques instants. En tout cas, félicitations Hugo. Tu as battu le record des questions qu'on pose lors d'un webinaire et ce n'est pas fini. Vous allez voir, il y en a d'autres. Voilà. Je suis désolé et merci pour votre patience et participation. Ah mais je pense que les synergiens aiment bien ça, tu sais. Je pense qu'ils aiment bien. On les voit réagir, on les voit vraiment, ils sont très très actifs pour répondre au sondage. Et donc on est près de 80% et on va aller voir les résultats. Alors avec 53%, c'est quelque chose qui crée des barrières pour d'autres, même si ce n'est pas intentionnel. 43%, un avantage que j'ai mais dont je n'ai pas toujours conscience. Et 4%, un mot que je trouve encore flou ou inconfortable dans mon contexte professionnel. Et Hugo, c'est à toi.
OK. Merci beaucoup pour votre participation. C'est vraiment la manière que j'ai trouvé de rester plus proche possible de vous sans vous voir. Du coup, merci pour votre participation. Ça me dit beaucoup. Du coup, on va voir qu'est-ce que c'est les privilèges, en fait. J'ai ici quelques citations. Je vais pas toutes les lire, mais j'aimerais prendre la première de Peggy McIntosh, une féministe blanche qui a un peu travaillé sur le privilège blanc, qui a dit que le privilège blanc est comme un sac à dos invisible rempli d'outils spéciaux que les personnes blanches peuvent utiliser chaque jour sans en avoir conscience. J'aimerais aussi prendre celui de Bell Hooks. Le privilège est ce qui permet de rester inconscient. Et dernier de Rokhaya Diallo, une féministe française. Le privilège, ce n'est pas avoir à se battre pour des droits que d'autres personnes considèrent comme naturels. Du coup, qu'est-ce que c'est un privilège? Un privilège, c'est un avantage social, économique, culturel ou symbolique, souvent invisible pour celles et ceux qui en bénéficient et qui découle de l'appartenance à un groupe dominant dans la société. Du coup, ça signifie que certaines personnes vont avoir des droits, des accès ou un traitement plus favorable, non pas en raison de leurs efforts personnels, même s'il peut y avoir des efforts personnels engagés, mais en raison de leur position dans les structures sociales. Et quand on parle de structure sociale, on parle d'une autre construction sociale qui est celle de la race, on parle de celle du genre, on parle de celle de la classe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et so on and so forth. On pourrait en parler de beaucoup d'autres. Ce qui est important à savoir, c'est que malgré notre degré de conscience de nos privilèges ou pas, notre intention ou pas, avoir un privilège, ça veut dire que quelqu'un d'autre va recevoir de ce privilège une oppression. Et donc, ça ne veut pas dire que vous opprimez consciemment et avec volonté, c'est-à-dire juste que dans le système dans lequel on est, avoir des privilèges signifie que d'autres personnes vont avoir des sentiments d'oppression et des vécus d'oppression. Du coup, on peut parler d'oppression systémique que la ICF définit comme le racisme systémique, le colorisme, le sexisme et d'autres formes d'inégalité systémique. Donc, on pourrait mettre là, par exemple, entre parenthèses, toutes les LGBTQA-phobies, genre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, que ne sont pas vraiment des formes de phobie parce qu'il n'y a pas de peur, c'est vraiment des actes de discrimination et de haine vis-à-vis des personnes de ces communautés, mais aussi qui sont ancrés dans les normes, dans les croyances, dans le langage, les images, l'éthique, les valeurs fondamentales, les politiques, les structures, les lois, les pratiques et les cultures des communautés, des organisations, des associations professionnelles, des nations, de la société et qui perpétuent le traitement préjudiciable et dommageable généralisé des personnes ayant des identités marginalisées et récompensant et profitant aux personnes ayant des identités privilégiées. Ça vient nous dire que certaines personnes vivent structurellement et systémiquement des oppressions tous les jours. Et que vivre des oppressions tous les jours, en fait, ça va créer des charges mentales et émotionnelles et des impacts physiques et pratiques pour ces personnes qui sont opprimées. Et c'est pour ça que dans certaines recherches, par exemple, dans les recherches sur le sexisme, on peut voir qu'il y a plus de femmes dans un contexte sexiste qui vont avoir plus tendance à avoir un burn-out que des hommes, dans le même contexte professionnel, par exemple, que les personnes LGBTQIA+, dans un contexte qui est plus hétéronormé et plus dans toutes les LGBTQB-phobies, vont être celles qui vont avoir plus tendance à avoir un burn-out aussi, et que aussi dans les contextes professionnels le plus racistes, c'est les personnes racisées qui vont avoir plus tendance aussi et susceptibles de faire un burn-out. Du coup, pour les coachs et les personnes qui sont là, qui travaillent le burn-out, si vous n'avez pas encore pris en compte la dimension systémique qui influence les vécus des personnes, je vous invite vraiment à vous informer et à vous éduquer vis-à-vis de ces différents systèmes d'oppression parce qu'en fait, on n'est pas isolé dans nos sentiments. Ils sont toujours en train de créer des formes de tension. On est en train de négocier nos formes de tension et nos capacités d'agir partout et ça crée des choses, ça a des impacts émotionnels sur nous. Du coup, un autre concept qui peut venir nous aider à comprendre comment est-ce que ces impacts nous influencent, c'est le concept de la juriste américaine Kimberly Crenshaw, qui dans les années 80 a conceptualisé le concept d'intersectionnalité. Et du coup, l'intersectionnalité est une approche qui permet de comprendre comment différentes formes d'oppression et de discrimination,
comme le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, le classisme, etc., se entrecroisent et renforcent mutuellement plutôt que d'agir séparément. Du coup, c'est important de penser ici que c'est pas des couches qui en rajoutent les unes sur les autres, ce sont vraiment des couches qui se mêlent et qui se transforment pour créer une nouvelle identité, une nouvelle intersection. Du coup, par exemple, si on prend l'exemple du sexisme, une femme blanche et une femme racisée peuvent toutes les deux subir et vivre du sexisme, mais pas de la même façon, car la personne racisée va avoir toute la dimension raciste imbriquée dans le sexisme, les autismes et tous ces genres de rapports coloniaux aussi, qui vont influencer la manière dont cette personne est sexisée et subit du sexisme par d'autres personnes, qu'une personne blanche n'a pas forcément le même traitement, même si c'est toujours du sexisme. Okay? Du coup, l'intersectionnalité vient nous montrer que ces différentes formes d'oppression forment quelque chose qui est unique pour une personne. Et il y a une autre personnalité que j'aime beaucoup qui parle de diversity thumbprint, donc l'empreinte de diversité intersectionnelle. Et c'est la docteure Purnima Luthra que je vais montrer dans le slide suivant. Ici, vous avez devant vous la roue des privilèges. Du coup, c'est un outil qui nous permet de voir si vous allez entourer là où vous vous retrouvez. Si vous vous retrouvez avec le plus de petits cercles au centre du cercle, ça veut dire que vous êtes le plus privilégié. Si par contre vous êtes dans le centre ou dans la périphérie, ça veut dire que vous vous trouvez de plus en plus marginalisé ou subissant des oppressions. Cet outil, il a été conçu dans le contexte nord-américain du Canada. Du coup, il peut être transposable, mais j'invite tout le monde à créer leur propre roue des privilèges dans leur contexte local, parce qu'il y aura des intersections et des petites barrettes que vous pouvez rajouter qui sont uniques à vos pays, à vos contextes. Du coup, c'est un outil qu'on peut transformer pour faire nous-mêmes notre propre travail, pour aller découvrir c'est quoi notre empreinte intersectionnelle digitale qui nous appartient, qui je suis en termes de privilèges, mais aussi un exercice qu'on peut faire avec nos clients, spécialement si vous travaillez avec des CEO plus privilégiés, comment est-ce que eux ils peuvent devenir plus conscients de leurs privilèges pour soutenir leurs équipes, leur public aussi. Du coup, un exercice qu'on peut aller explorer ensemble. Et du coup, je parlais de la docteure Purnima Luthra qui a écrit le livre Le art de Active Allyship et elle nous donne quelques aspects pour commencer à travailler de manière intersectionnelle et de devenir des meilleurs alliés. Et du coup, elle dit qu'il faut identifier les dimensions intersectionnelles de diversité, donc celles qui sont les miennes, mais celles qui sont différentes des autres. Comprendre quels sont les biais, les discriminations auxquelles sont confrontées les personnes ayant des identités différentes des miennes, de ma identity thumbprint, de mon empreinte intersectionnelle. Et un pas pour aller anticiper et s'éduquer, ce serait saisir les contextes historiques, politiques et sociaux auxquels ont contribué et qui ont fait émerger ces biais, ces discriminations que moi je peux porter ou que mes clients peuvent porter pour finalement pouvoir comprendre l'impact que celles-ci ont et les discriminations que celles produisent et les oppressions qu'elles produisent sur les individus, les organisations et la société dans le monde aussi. Du coup, les privilèges et le coaching nous permettent de prendre conscience de nos propres privilèges. Qui est-ce que je suis en termes de privilèges pour que je puisse être le plus éveillé possible sur mes angles morts, mes biais, pour pouvoir accueillir mes clients de manière la plus présente possible. Changer aussi comment est-ce que moi je vois le monde pour pouvoir accueillir d'autres façons de voir le monde. Du coup, c'est une invitation à faire un travail d'introspection constant pour développer une intelligence interculturelle et une intelligence relationnelle. 2. Créer des espaces équitables où les vécus sont reconnus sans jugement. Du coup, il ne s'agit pas de traiter tout le monde pareil, mais de tenir compte des différences structurelles et systémiques qui façonnent nos trajectoires de vie. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'une femme blanche ou une femme racisée peuvent vivre le sexisme? Ça nous permet de montrer comment est-ce que ça produit des impacts physiques au niveau de fatigue, au niveau de capacité mentale ou émotionnelle à cause de la charge du sexisme, du racisme ou du classisme, par exemple. Ou on peut aller chercher dans la rue des privilèges d'autres intersections. Et cela nous demande, en tant que coach, d'accueillir et d'une certaine façon valider certaines expériences vécues sans les minimiser,
sans les pathologiser, mais de pouvoir vraiment inviter nos clientes et nos clients à les nommer pour pouvoir les soutenir à choisir comment est-ce que elles et eux veulent les prendre en charge dans leur vie, ces intersections, ces oppressions. Et du coup, ça nous permet de commencer à poser des questions différemment et voir comment est-ce que les lunettes qu'on porte peuvent nous montrer différentes formes de tension et comment est-ce que cette différente forme de tension et la façon dont on les accueille peut générer différentes questions, des questions qui sont plus ouvertes et plus soutenables à aller changer aussi les rapports de genre et de privilèges ou d'oppression qu'une personne peut subir. Du coup, j'aimerais qu'on puisse parler un peu des compétences de coaching et nous appuyer sur les compétences de coaching pour voir comment est-ce que les compétences, elles nous demandent aussi déjà de faire preuve de ces capacités aux dynamiques de genre et accueillir les dynamiques de genre, je veux dire, et aussi les dimensions de privilège. Du coup, dans les compétences, les premières, partie de faire éthique, on a cette invitation à prendre en compte l'identité, l'environnement, l'expérience, les valeurs, les croyances des clients. Donc maintenant, avec cette perspective de genre et de privilège, vous avez davantage des outils pour aller explorer comment est-ce que les gens se positionnent, comment est-ce qu'elles comprennent où elles vivent, où elles subissent leur positionnement social. Comment est-ce qu'on peut aller le soutenir à changer et prendre davantage de pouvoir d'empouvoirer les clients dans leur contexte. Le numéro 5 ici nous invite à développer la conscience en nous et aussi que notre intuition au service des clients. Et du coup, se questionner, faire son travail d'introspection pour aller se positionner, comprendre son positionnement, pour aussi avoir le moins de biais possible pour être le plus éveillé aux expériences de tension à l'intérieur de soi, pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que la tension à l'intérieur de moi, elle fait écho à une tension que je suis en train d'écouter dans mon client, pour qu'elle puisse me nourrir, m'informer en termes d'intuition, pour que je puisse soutenir la personne en face de moi. Et aussi, développe et maintient la capacité à gérer ses émotions. Et ici, j'ai gardé celle-ci pour parler de décentrement. Du coup, des fois, si on ouvre des espaces à partager des choses dans les contextes d'oppression, ça peut nous toucher et nous mettre en colère. Et du coup, c'est important de se rappeler qu'en tant que coach, c'est pas notre émotion qu'il faut soutenir, c'est celle de nos clients. Du coup, toujours rester décentré, mais avec cette capacité à accueillir de la manière qui sera la plus utile à nos clients, leurs expériences. Du coup, dans les compétences numéro 4, développe un espace de confiance et de sécurité. J'ai pris, et vous pouvez suivre avec votre guide des compétences, celle la une pour souligner la dimension de comprendre le client dans son contexte. Maintenant, on a un peu aussi une idée de comment on peut faire ça. Faire preuve de soutien et d'empathie, encore accueillir, faire l'effort pour comprendre qui est cette personne, dans quel contexte, reconnaître et favoriser l'expression de ses sentiments, de ses perceptions, de préoccupations, de ses croyances. Du coup, d'être vraiment à l'écoute de la personne et d'ouvrir les espaces pour aller titiller d'autres contextes et de faire ouverture de transparence et de vulnérabilité. Et ici, c'est vraiment se laisser toucher par ce qui est dit, mais aussi avec cette capacité de pouvoir le mobiliser en se décentrant, de ne pas prendre la charge, le centre de l'histoire. Du coup, c'est pas parce que je me sens en colère pour mes clients que maintenant ça devient ma colère, car je ne subis pas la même oppression. Du coup, je ne peux pas partager de la même colère. Je peux juste soutenir mon client à comprendre comment est-ce qu'elles veulent aborder, adresser cette colère, elles, eux. Et du coup, j'avais ici quelques petites questions qu'on pourrait peut-être explorer ensemble. Bien sûr, il faudrait contextualiser avec nos clients qu'on fait un travail aussi avec leur consentement sur les différentes dimensions qui peuvent les entourer. Ne lancer ça comme une bombe parce que ça peut juste mener à je ne sais pas comme réponse. Mais si on fait ce travail ensemble d'explorer le contexte social, il y a des questions qui peuvent vraiment faire avancer les choses pour nos clients. Du coup, par exemple, prenez des photos si vous le souhaitez pour garder les photos. De quoi auriez-vous besoin ici pour vous sentir pleinement vous-même dans cet espace et dans cet espace, l'espace professionnel, l'espace familial, avec ses dimensions de genre, avec ses dimensions de privilège, par exemple? Quels aspects de votre identité ou de votre vécu sentez-vous souvent mis de côté? Vous laissez la personne répondre et vous pouvez compléter par la suite avec une deuxième question. Comment aimeriez-vous les reconnaître ici, maintenant, ce qui a été dit par la personne? Quels espaces de votre vie vous ont permis d'exister sans avoir à vous adapter et comment est-ce que vous pouvez apprendre de ces espaces?
Donc, juste voir dans d'autres espaces où ces personnes se sentent libres et empouvoirées, comment est-ce qu'on peut utiliser ça aussi comme contraste pour nommer quelles sont les oppressions qu'elle subit et qu'elle vit et qu'elle ne sait pas encore nommer ou qu'elle n'a pas encore nommé dans ces espaces différents. Du coup, ça permet de créer une perspective de contraste. Et moi, j'adore travailler avec les métaphores. Du coup, j'ai mis ici 3 métaphores, celle du jardin intérieur ou du jardin public, comme vous le souhaitez. Quel est l'aspect de ce jardin vis-à-vis du contexte de la personne, si elle devait le transposer dans une image, et qu'est-ce qu'elle devrait faire pour cette image pour le rendre plus safe pour elle, plus accueillant pour cette personne pour se sentir plus librement. Et du coup, explorer si elle doit prendre les herbes et qu'est-ce que ça veut dire ces herbes dans son contexte à elle. Quelles seront les herbes qu'elle décide de tirer dans sa vie, dans son contexte. La métaphore du miroir, comment construire un lieu où votre reflet n'est pas modifié par le regard des autres. Et du coup, ça permet aussi de parler de quelles sont les perspectives que la personne peut avoir, quels sont les regards que les autres ont, qu'elle pense avoir sur elle. Et la métaphore du confort, qu'est-ce que vous aurez besoin dans votre contexte, dans votre espace, dans votre situation, quelle couche de sécurité, de douceur, de respect il vous faut encore rajouter. Et vous pouvez explorer, est-ce qu'il faut une couverture? Qu'est-ce que cette couverture, elle veut dire? Est-ce que c'est un chocolat chaud? Qu'est-ce que ce chocolat chaud, il veut dire pour cette personne dans ce contexte-là? Si vous êtes confortable à utiliser des métaphores. Et finalement, j'aimerais aussi terminer avec les compétences de suscite, les prises de conscience. Et j'en ai pris beaucoup, du coup, je vais faire très vite. Du coup, prendre la capacité de challenger nos clients pour qu'il y ait plus de prise de conscience et de découverte. Inviter le client à questionner sa façon de penser, ses valeurs, ses besoins, ses désirs, ses croyances. Penser au-delà de sa pensée habituelle. Identifier les facteurs qui influencent les schémas présents et futurs. Et ici, on peut identifier et nommer quels sont les systèmes d'oppression que cette personne n'a pas nommés, mais qui l'impactent, qu'elle n'est pas consciente, et qu'une fois qu'elle est consciente de ces systèmes, elle peut trouver des nouvelles élans d'émancipation pour choisir des façons d'agir vis-à-vis de ces facteurs et soutenir la personne à voir qu'est-ce qu'elle est dans la capacité de faire, du coup, travailler la gentilité de la personne, sa capacité d'agir, sa capacité de faire, la capacité d'empouvoirer nos clients. Et aussi, très important ici pour moi de vous dire, on est invité aussi à partager nos observations, intuitions et sentiments. Du coup, on peut dire à notre client, en fait, ce que je vois là, ça me questionne. En fait, je me demande s'il n'y a pas un rapport inégalitaire ici. Comment est-ce que vous le vivez? Pour qu'on puisse aller aussi travailler ça ensemble et déconstruire ça ensemble. Et toujours, sans s'y attacher, car on pose et on laisse aux clients la possibilité de choisir comment est-ce que les clients veulent travailler ça. Et si ça ne parle pas aux clients, on n'est pas attaché, on libère et on avance de la manière qui est plus convenable à nos clients. Et du coup, quelques petites questions encore ici et encore quelques métaphores. Et si ce que vous créez était une forme d'une norme sociale, qu'est-ce que changerait cette perspective de savoir que c'est une norme sociale, par exemple? Est-ce que ça soulage pas? On ne sait pas, on peut voir ensemble. Quelle valeur personnelle est activée dans cette situation que vous êtes en train de parler? Et une fois qu'elle a nommé, vous dites quelles sont les valeurs qu'elle a nommées et demandez est-ce que cette personne sent que ces valeurs sont imposées ou est-ce qu'ils sont choisis? Et voir comment est-ce qu'elle veut travailler avec ces valeurs ou pas, ou si elle veut choisir d'autres valeurs. Et j'aime beaucoup cette question. Imaginez que toutes les normes disparaissent, que feriez-vous différemment? Et du coup, ça permet un peu de rêver et de revenir après avec ce rêve dans le concret, comment est-ce qu'on peut s'approcher de ce rêve? Quelles sont les capacités d'agir pour la personne? Et aussi, si on fait un travail sur le genre, de déconstruction des rapports de genre, qu'est-ce que vous avez appris très tôt sur votre rôle en tant qu'homme ou en tant que femme ou personne que vous êtes aujourd'hui, qui influence aujourd'hui encore vos décisions? Et les petites métaphores que j'aimerais partager, c'est celle de nager contre le courant. Est-ce que vous nagez dans votre contexte? Est-ce que vous nagez contre le courant de ce que l'on attend de vous ou est-ce que vous nagez dans le courant de vos propres choix, par exemple? Celui des lunettes. Est-ce que vous portez les lunettes que vous portez? Comment est-ce qu'elles vous permettent de regarder cette situation? Est-ce qu'il y a-t-il des filtres qui sont là-dessus? Et si vous changez les filtres, quels filtres vous mettrez? Ou qu'est-ce que impacterait les attentes sociales? Ou comment est-ce que vous verrez différemment la vie? Et aussi celle du sac à dos. C'est le sac à dos des héritages, on pourrait dire. Si vous avez un sac à dos rempli plein d'héritages sociaux ou des histoires familiales ou de quoi que ce soit, que choisirez-vous de garder ou de déposer qui vous permettrait d'aller plus loin dans votre contexte, dans vos souhaits, dans votre volonté?
Et pour finir, j'aimerais partager des citations de Camille Test, qui est journaliste et professeur de yoga, qui a écrit le livre Politiser le bien-être. Et du coup, elle parle du bien-être comme un système plus large, mais qu'elle mentionne à des fois, à des petits moments, le coaching. Et que moi, j'aimerais ramener cette idée au coaching pour nous. Du coup, elle dit que nous pouvons replacer la réalité d'une personne dans un contexte social et culturel. On peut politiser leur mal-être. Du coup, si une personne vient avec des tensions, des plaintes, on peut aller voir au-delà de la situation relationnelle de cette personne pour voir aussi le contexte systémique dont cette personne s'inscrit, quel est son positionnement social. Et que c'est important à savoir que pour quelques personnes, le bien-être est un outil individualiste et dépolitisant, car ça responsabilise les gens des fois à faire tout seul sans prendre en compte le système. Et pour d'autres personnes, il s'agit plutôt de déplacer les pratiques de bien-être ailleurs pour faire un outil au service de l'émancipation de chacun, chacune et voire d'être au service des luttes collectives. Et un peu, c'est la clôture de ce webinaire, c'est ça en fait. Comment est-ce que nous, avec notre coaching, on peut soutenir nos clientes et les personnes autour de nous, mais aussi les personnes dans notre vie à développer des rapports, les partenariats plus consensuels, qui sont des partenariats de responsabilisation mutuelle et d'apprentissage partagé, car on est toujours en train de se co-construire ensemble pour s'empouvoirer à un niveau individuel, collectif et sociétal, pour qu'on puisse aller de plus en plus vers des sociétés plus justes, inclusives et équitables. Et je vais terminer ici le webinaire parce que je vois que j'ai déjà dépassé le temps et je vous remercie énormément votre attention et votre participation. Un grand merci Hugo pour cette présentation d'actualité introspective, réflexive et très complète sur le sujet. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également vice-présidente d'ICF Tunisie et experte du pôle événement chez ICF Synergie. Alors, bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir ? Alors, bonsoir Hugo, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et synergiens. Le webinaire a été vraiment très apprécié par nos participants. Je peux donc lire quelques commentaires. C'est génial de la part de Cécile, c'est magnifique, merci Hugo de la part d'Anne, c'est absolument passionnant, très intéressant, merci. Merci pour cet éveil bienveillant d'ouverture d'esprit, merci d'aborder ces sujets et de cette manière très pédagogique. Merci pour ce webinaire audacieux et ouvert. Alors, une très belle leçon de vie et de tolérance. Merci Hugo, j'apprends, je comprends mieux, je débroussaille. Quelle générosité. Merci beaucoup et bravo Hugo pour cette superbe présentation. Fantastique. Merci beaucoup Hugo. Merci, je suis restée jusqu'au bout. Alors vraiment, il y en a beaucoup. Ah ouais, ça continue, hein. Ça continue. J'en prends les 2-3 autres également. Merci pour cette présentation très intense, intéressante et ouvrant de nouvelles perspectives d'accompagnement, nous dit Béatrice. Il y a Monique qui nous dit merci beaucoup Hugo, une grande ouverture et sensibilité que tu nous offres. Oh là là, il y en a énormément. Webinaire fabuleux. Merci Hugo, merci Yotis, merci Nefissa. De la part de Stéphanie, webinaire très riche, incroyablement intéressant et très différent de la part de Nathalie. Et ça continue. Un grand merci donc à tous et merci Nefissa pour tout ça. Voilà, des cœurs de la part d'Hugo également. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a permis de vous rapprocher les uns des autres, de mieux vous comprendre et de développer des partenariats consensuels, non seulement dans le domaine du coaching, mais aussi dans l'ensemble de vos interactions. Si la réponse est oui, vous nous mettez un petit pouce bleu sous la vidéo, quelques petits cœurs, vous mettez des commentaires juste ici en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos prochaines vidéos, vous cliquez tout simplement sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, transparence, robustesse, émergence, liberté. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision et notre mission qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Hugo, je te laisse le mot de la fin.
Déjà, j'aimerais dire énormément merci. Merci à vous tous, synergiciennes et synergiciens, pour votre partage, votre présence ici. Ça me touche énormément. Mon cœur explose de joie et de bonne énergie. Donc, merci. Merci à Yotis et à Synergie pour la confiance que vous avez portée sur moi. Je suis vraiment remerciant pour ça. Et le mot de fin que j'aimerais partager, en fait, il vient de ma professeure et ma mentor de thérapie. Elle dit souvent qu'il faut que toutes nos interactions, elles apportent de la vie. They are life-giving. Qu'elles amènent de la valeur à la vie. Et je pense que nous, on a un métier qui est incroyable. C'est vraiment, on a le privilège, vraiment le privilège de pouvoir écouter et d'être au soutien et de soutenir. Et du coup, j'espère que on puisse être de plus en plus ouvert, respectable, au respect, pardon, et qu'on puisse être de plus en plus en connexion pour aller vers le meilleur de nos clients, mais que ça soit un meilleur et un bien collectif pour qu'on puisse amener vraiment de la vie et du bonheur et de la solidarité et de la compréhension et du respect dans tous les aspects de nos vies. Un grand merci Hugo, un grand merci Nefissa, un grand merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir.